Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous La France une chance avec nos deux habituels invités, Loïc Touranchet, avocat Bonjour. associé au cabinet Actance, et puis Xavier Alas-Luquetas, fondateur du cabinet Eleas. Nous allons parler pendant l'heure qui vient en fait de la protection des salariés à partir et pendant la reprise d'activité, comment on s'organise, comment on accompagne à la fois les personnes qui vont revenir physiquement dans l'entreprise, celles qui seront à distance. Je vous rappelle les règles. Dans la partie questions, vous posez vos questions à nos deux invités. On prendra celles qui sont le plus likées. Et puis, dans la partie sondage, on vous posera quelques questions. Et dans la partie chat, n'hésitez pas à réseauter les uns avec les autres, à faire connaissance et puis à rebondir en fait sur ce rendez-vous. Peut-être pour commencer, parce qu'on parle beaucoup du 11 mai, on n'a jamais été aussi proche depuis notre premier webinaire en fait à la fois du déconfinement, mais j'ai bien noté qu'on ne confondait pas, et de la reprise d'activité. Et donc du coup, en fait, Loïc, on se prépare comment? Alors, on se prépare comment pour le 11 mai? On se prépare à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que le 11 mai, on a le déconfinement. Et je rappelle que le déconfinement, ça concerne les citoyens, c'est-à-dire ça nous concerne dans notre vie quotidienne. Pour ce qui est des entreprises, il n'y a pas de bouleversement majeur. Pour ce qui est des entreprises, le ministère du Travail a rappelé que la ligne majeure, c'était de rester en télétravail et de continuer à fonctionner en télétravail. Et pour les collaborateurs pour lesquels le télétravail n'était pas possible, et on y viendra pendant tout ce webinaire, le ministère du Travail a défini un certain nombre de règles en matière de protection pour permettre une continuité de l'activité économique sans la mise en danger des collaborateurs concernés. Alors, les mesures mises en œuvre par le ministère et sur lesquelles vous devez travailler sont les suivantes. La première d'entre elles, c'est la mesure de barrière et distanciation physique à partir du moment où des collaborateurs vont sur le site de travail. Ensuite, il y a une question de nombre de collaborateurs sur le lieu de travail, ce qu'on appelle la jauge par espace ouvert. Par ailleurs, se pose la question des flux de personnes, ascenseurs, escaliers, comment on se croise. Quatrième point, les équipements de protection individuelle, et notamment, bien évidemment, les masques, les gants également, puisque je rappelle que les préconisations du ministère sont de ne pas fournir de gants. J'entends des gants en plastique, puisque ce n'est pas un élément de prévention sur la pandémie en matière de Covid-19, c'est même estimé comme un élément qui peut être aggravant, puisqu'on a le gant, on a le cas échéant le Covid sur le gant, et on va être amené à se gratter qui le visage, les yeux, le nez, et à être moins vigilant. Autre question que l'on peut être amené à se poser, et j'y répondrai si vous le souhaitez, peut-on faire des tests de dépistage? Peut-on prendre la température à l'entrée de l'entreprise? Toujours dans les éléments de reprise d'activité, nécessairement se poser la question du nettoyage et de la désinfection de vos locaux. Et dernier point à prendre en compte, c'est la mise en place d'un protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et le cas échéant de ses contacts rapprochés. Très bien, merci. Et puis, du coup, on parle aussi d'hommes et de femmes. Et du coup, Xavier, on les accompagne comment, ces collaborateurs? Déjà, il faut avoir une petite idée de l'état dans lequel ils vont arriver, hein. Il y a différents types de situations. Il y a de toute évidence une appréhension, je pense, qui est très amplifiée par le contexte médiatique, hein. On se rappelle un peu, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu, le passage à l'euro. Voilà, on s'attendait à quelque chose d'absolument catastrophique. Là, c'est vrai qu'il y a une espèce de montée en pression qui se fait. Pour autant, il est vrai que les personnes, et je pense notamment à ceux qui vont sortir du déconfinement, quelque part, vont sortir d'une sorte de protection dans laquelle ils étaient depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs longues semaines auxquelles ils se sont habitués, accoutumés. Et donc, forcément, ils vont vivre un sentiment de plus grande exposition, hein, par rapport à ce risque sanitaire. Ça veut dire que concrètement, pour certains d'entre eux, notamment dans le cadre des transports, il va y avoir une grosse appréhension de la peur de la contamination.
On pense que dans certains cas, voilà, il va y avoir chez certaines personnes des phobies qui vont se développer, hein, peur de la maladie, mais aussi peur de l'autre, etc. Donc tout ça ne va pas forcément être sans conséquence. Avec surtout, moi c'est ça que je vois, peut-être des problématiques relationnelles, voilà, qui vont faire suite à ce nouveau contexte, hein. C'est-à-dire qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait, sur la base d'incompréhension, de comportements à risque de la part de certaines personnes, des attitudes d'incivilité, etc., qui font que les gens vont arriver au bureau, voilà, ils vont déjà être en état de surstress. Et puis derrière ça, vous avez ceux qui étaient déjà en activité et qui vont continuer de l'être. Alors eux, ils vont avoir peut-être un peu aussi un sentiment en plus du sentiment d'insécurité initiale, un sentiment d'injustice par rapport au fait qu'ils ont été travaillés à l'origine sans protection, etc. Et là, d'un seul coup, ils se retrouvent au milieu de toute cette masse de personnes. Ils étaient un peu les héros, je dirais, de la première phase. Et là, maintenant, voilà, ils sont noyés dans la masse. Et puis, il ne faut pas oublier non plus ceux qui restent, puisque ça va être quand même une partie, en tout cas une grosse partie des gens qui travaillent dans le secteur tertiaire, ceux qui restent chez eux, qui là sont probablement dans la peur de la chose fantasmée par rapport à quelque chose qu'on ne va pas directement vivre, hein. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans cette logique de protection, mais je pense qu'il y a une très grosse appréhension par rapport à ce qui va se passer. Et eux, étant donné qu'ils ne vont pas se confronter au réel de la chose, je pense que c'est paradoxalement peut-être pour eux que ça va être des fois le plus dur. Et du coup, on a une approche un peu différente entre les salariés qui vont arriver, puis les managers qu'on doit peut-être outiller un peu différemment. Je pense que d'une manière générale, ils ont tous besoin de la même chose pour être protégés, à la fois de Loïc en parlait, et ça, je pense que toutes les organisations doivent considérer que aujourd'hui, ces logiques de gestes barrières, ces logiques de rapport de distanciation constituent une espèce de nouveau code civique, hein, donc qu'il faut assumer, revendiquer. Je pense qu'il est aussi essentiel dans les organisations, voilà, qu'on s'aligne vraiment sur toutes les directives qui sont données par le gouvernement, hein, même si parfois on peut se dire est-ce que c'est exactement ce qu'il faut faire, etc. Voilà, il y a, je pense, dans un contexte comme celui-là, ce qui va rassurer les personnes, et toutes les personnes, qu'elles soient à distance ou en présentiel, c'est de savoir qu'il y a des règles, que ces règles s'appliquent pour tout le monde, qu'elles sont portées au plus haut niveau de l'organisation. Donc voilà, les directions doivent être sur ce plan absolument exemplaires. Et puis, au-delà des règles, je dirais, de vigilance sur un plan physique, hein, qui vont être compliquées parce qu'à nouveau, aujourd'hui, on en parle, mais on ne sait pas, pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas comment ça va se passer, hein, concrètement, comment est-ce qu'ils vont le vivre, comment est-ce qu'on va dire bonjour demain, comment est-ce qu'on va se comporter dans des endroits. En fait, il va y avoir une grosse découverte, hein, pour rebondir d'ailleurs sur votre première question. Je pense que c'est ça aussi la problématique. Et je dirais que sur ces sujets-là, c'est sûr qu'en interne, la manière dont on va s'être préparé, c'est-à-dire est-ce qu'on aura nommé des référents, comment est-ce qu'on va gérer un peu toute cette information, comptera beaucoup. Après, moi qui suis profondément optimiste, je pense que voilà, l'individu, il a une grosse capacité d'adaptation, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire concrètement que on a su faire face au confinement, on va aussi savoir faire face au déconfinement. Les organisations elles-mêmes, elles ont une très grosse capacité de régulation, c'est-à-dire que, et les collectifs aussi, hein, de temps en temps, il y a des gens qui partent en vrille, mais généralement, dès qu'il y a 3 personnes, la personne, d'un seul coup, elle revient dans un truc raisonnable. Donc, je pense que tout ça, ça va s'opérer. Évidemment, dès lors que l'organisation préalablement était plutôt, je dirais, bien managée, avec des rôles et des responsabilités relativement clairs, je pense que voilà, ça devrait plutôt bien se passer. Et du coup, j'ai peut-être une question complémentaire. On a eu un plan de confinement qui a été d'une durée finie, hein, qui a priori se termine le 11 mai. Là, on a une incitation en fait au télétravail qui
qui est quand même une incitation dans la durée. Est-ce que c'est pas plus compliqué maintenant, en fait, de gérer cette dimension distancielle et psychologique que ça l'a été, en fait, durant le plan de confinement, parce qu'on savait qu'on allait avoir une... Quand même, la sortie du confinement, c'est quand même un peu une société qui, quelque part, rentre dans une phase de convalescence, hein, même si le risque est toujours là. Donc, le travail, quelque part, est en train de reprendre, je dirais, ses droits et sa place, même si pour certaines personnes, voilà, le travail ne s'est jamais arrêté. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose de positif. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que même s'il va falloir porter des masques, etc., on va retrouver du lien et de la socialisation, et ça, les individus, beaucoup en ont été privés, et pour beaucoup, c'est un vrai manque. Donc, quelque part, il va y avoir des effets compensatoires d'une situation qui, effectivement, est incertaine quant à sa durée, mais qui, je dirais, si jamais les règles sont respectées par les uns et par les autres, et si jamais dans l'organisation, les directions adoptent les bonnes postures, devrait, avec le temps, s'améliorer. Très bien. On a beaucoup de questions en fait sur le plan de déconfinement dont on vient de parler, là, le protocole qui est sur le site du ministère. On peut s'en dire quelques mots avant de prendre comme ça des questions plus précises? Oui, on peut rentrer un petit peu dans le détail, effectivement. Je pense qu'un des points soulevés par Xavier, effectivement, fondamental, c'est la préparation. Il faut se préparer. Alors, tout le monde parle du 11 mai. De mon côté, je suis un peu plus réservé. Je pense que c'est à partir du 11 mai. Il vaut mieux être bien préparé et reprendre une activité, notamment physique, dans la semaine du 11 mai ou la semaine du 18 mai, plutôt que reprendre de façon non préparée, puisque les préjudices seraient beaucoup plus importants. Mon préjudice soulevé par Xavier, bien évidemment, puisque les collaborateurs pourraient avoir peur et pourraient quelque part refuser la reprise d'activité. Le préjudice qui est lié à la perte de confiance dans le management et le top management, qui serait compliqué, toujours très compliqué de renouer la confiance. Et puis, si vous avez un des collaborateurs qui est Covid positif et qui a été mis en relation avec ses collègues sans suffisamment de mesures de protection, et bien vous avez potentiellement tout le staff, tous les gens qui ont interagi avec lui le 11 mai, qui vont se retrouver à leur domicile, voire en arrêt de travail, ce qui va rendre impossible la reprise d'activité. Donc, pas de précipitation, au contraire, beaucoup de préparation. Donc, la préparation, j'ai défini effectivement très rapidement les points majeurs. On va rentrer dans le détail. Donc, je rappelle, petit 1, c'est le télétravail. Donc, le débat, on a beaucoup de questions sur le fait de savoir est-ce que je peux imposer à un collaborateur d'aller sur le lieu de travail alors qu'il peut travailler en télétravail. La réponse, elle est plutôt non, sauf s'il y a une nécessité absolue, une nécessité opérationnelle avérée. Une nécessité opérationnelle avérée, ce n'est pas du confort, ce n'est pas je préfère, ce n'est pas je trouve que c'est mieux pour que les gens se parlent. Non, ça, ce n'est pas une nécessité impérieuse ni une nécessité avérée. Une nécessité avérée, c'est par rapport à un problème technique sur site, des personnes qui travaillent à l'informatique, qui doivent se déplacer par rapport à des serveurs, éventuellement, effectivement, des éléments de relation client, de maintenance ou autre. Ça, c'est une nécessité avérée. Autrement, le principe, c'est tous les gens qui peuvent rester en télétravail restent en télétravail. Ayez bien en tête que nous vivons une période où il y aura de nombreuses phases. Xavier l'a dit, première phase, confinement, on l'a bien géré. Maintenant, il y a une deuxième phase de déconfinement. Et vous verrez qu'en juin, il y aura une phase de reprise d'activité physique. En juillet-août, il y aura une phase de gestion des congés parce que tout le monde va être fatigué. Il va y avoir un phénomène de fatigue. Les gens vont vouloir partir en congé. Les gens vont vouloir être avec leur famille, mais dans un contexte plus apaisé. Donc, il va falloir gérer cette période juillet-août, les congés. Et il y aura sans doute la reprise physique en septembre, et sous réserve qu'il n'y ait pas encore de difficultés ou de zones rouges. Donc le débat, ce n'est pas un débat du 11 mai, c'est un débat comment je travaille entre le 11 mai et décembre 2020, au plus tôt. Donc je suis en train de me préparer pour 6, 7, 8 mois ou plus. Je ne me prépare pas pour le 11 mai. Alors, ceci étant dit, les mesures, donc premier niveau, mesures barrières, mesures de distanciation sociale, donc ce sont les mesures qui ont trait
au fait de, effectivement, pas de contact physique, donc pas de bonjour, pas de bise, rappeler ces règles-là, les afficher, faire de la communication écrite, par email, affichée dans les locaux, communication verbale par le top management et ensuite redescendue dans toute la cascade. Toute personne qui a sous sa responsabilité, qui travaille avec des collègues de travail, doit rappeler la règle. Et donc la règle, ce sont les mesures barrières qu'on connaît tous. On les connaît maintenant depuis plusieurs semaines, mais ça doit être rappelé à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est vraiment l'alpha et l'oméga de la lutte contre la pandémie. Donc l'utilisation des mouchoirs jetables et on les jette immédiatement. Le fait de se laver les mains toutes les 20 minutes si possible et en tout cas toutes les heures. Le fait donc de tousser, éternuer dans son coude et si possible hors la présence de collègues. Et le cas échéant, j'y viendrai parce que c'est un point spécifique, je pense, qui intéresse tout le monde, la protection et le port de masque. Ensuite, distanciation physique, c'est le plus compliqué dans l'entreprise. 1,50 m. Je ne me parle pas à moins d'1,50 m. Donc voilà, 1,50 m, c'est une fois et demi le bras, on va dire. Donc je ne dois pas pouvoir toucher l'autre, évidemment, et il doit être à une distance d'1,50 m. Ce qui veut dire que dans les bureaux, je ne peux pas être dans un bureau où je touche mon collègue, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Donc si on était sur un bureau collectif, à 4, il n'y aura qu'une personne qui va venir. 2 au maximum, mais plutôt une. On est plutôt sur un ratio d'1/4 du personnel qui reprend l'activité en physique que sur un ratio de la moitié ou des 3/4. Distanciation physique. Deuxième point, les jauges par l'espace ouvert. Donc le ministère du Travail a donné une jauge de 4 mètres carrés par collaborateur, au minimum, sachant que c'est de l'espace utile. Donc si j'ai un bureau de 12 mètres carrés, je ne mets pas 3 personnes. Parce que si j'ai un bureau de 12 mètres carrés, je dois enlever la place prise par les bureaux, je dois enlever la place prise par les armoires, les photocopieuses, les chaises. Donc un bureau de 12 mètres carrés, globalement, c'est une personne. Donc un open space de 100 mètres carrés, ce n'est pas 25 personnes. Un open space de 100 mètres carrés, quand j'ai enlevé la place pour les bureaux, les chaises, les armoires, c'est une dizaine de personnes sans doute. Voilà. Donc, faire ce calcul en termes de jauge par espace ouvert, il doit y avoir 4 mètres carrés disponibles par collaborateur. Ensuite, la gestion des flux. La gestion des flux doit être repensée dans l'entreprise. Ce n'est pas tout le monde arrive lundi 11 mai. On fait attention, on garde de la distanciation physique. Non, pas du tout. C'est petit 1, je suis sur un plateau, comment j'accède au plateau? Donc, on doit se mettre en situation. Nous, chef d'entreprise, je dois ouvrir une porte. Premièrement, combien il y a de portes à ouvrir? Est-ce qu'il y a des codes à faire? Si la réponse est positive, et elle va l'être, je dois mettre en place un protocole. Ça va être nettoyé combien de fois par jour? Par qui? Ensuite, j'arrive, il y a un ascenseur. Est-ce que je suis obligé de prendre l'ascenseur? Réponse, non. Sauf si la réponse est oui. Si la réponse est oui, de même, une personne ou 2 personnes maximum dans l'ascenseur. La règle, c'est on monte à pied et on descend à pied, mais pas par le même escalier. Donc, y a-t-il 2 escaliers? S'il y a 2 escaliers, un pour monter, un pour descendre. S'il y a un seul escalier, faire en sorte que les gens s'arrêtent sur le palier pour pas trop se croiser. J'arrive sur mon plateau, j'ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va être utilisé en commun? Machine à café. On va arrêter de boire du café. C'est pas grave. Chacun vient avec son thermos, c'est parfait. La fontaine à eau, on arrête de boire de l'eau. Donc chacun vient avec sa bouteille. La photocopieuse, là, il faut que je fasse des photocopies. Donc je mets à disposition à côté de la photocopieuse un gel, des lingettes ou un torchon. Il doit y avoir du matériel. À partir du moment où je touche le matériel de photocopie, chacun, lorsqu'il a fini, le nettoie. Et celui qui arrive, avant de faire sa photocopie, il nettoie. Donc, il doit y avoir du matériel. Donc, il doit y avoir des lingettes ou du gel ou des torchons. Les sanitaires, quel plus gros problème? Combien y a-t-il de sanitaires? Puisqu'aux sanitaires, quoi qu'on en dise, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on touche les sanitaires. J'ai eu cette discussion pas plus tard qu'hier soir avec mes enfants. Donc oui, on les touche en fait, les sanitaires, quand on s'assoit. Donc de même, il doit y avoir du matériel de désinfection et de nettoyage qui est mis à disposition.
Et de la même façon, le soir j'ai fini ma journée de travail. Même si je suis dans un bureau individuel, je nettoie mon clavier, je nettoie l'espace de travail. Ça veut dire que tout doit être pensé de A jusqu'à Z. On doit repenser la journée de travail de chaque collaborateur. Et à chaque étape, il doit y avoir des mesures prises et notamment des équipements individuels ou des équipements de nettoyage. Et c'est ce travail qui doit être fait. Là, j'ai illustré avec le bureau, mais c'est ce travail qui doit être fait dans vos activités pour tous vos pans d'activité. Et c'est ça qui doit être présenté aux partenaires sociaux, c'est ça qui doit être présenté aux salariés. Et quand vous présentez cela aux salariés, eh ben, Xavier m'infirmera ou confirmera, la façon dont il reçoit, c'est de dire « je fais attention à vous, je fais attention à votre santé et regardez, nous sommes prêts ». Et ça évite la discussion, la polémique. Je te laisse la parole, Xavier, si tu veux, et je reprendrai sur les autres mesures. Non, ton exposé était assez convaincant et on y était déjà d'ailleurs. Et je trouve que c'est toute la difficulté en réalité de la situation, c'est qu'elle est conceptuelle et que demain, elle va venir réelle. Donc, il est certain que en fait, il y a une confrontation qui va s'opérer entre voilà, tout un tas de préconisations et le travail réel. Alors, cette confrontation, effectivement, elle va se poser dans les premiers moments et les premiers instants, hein, d'où l'importance, comme le signale Loïc, qu'il n'y ait pas un afflux trop important de personnes, parce que là, on a tout à craindre, hein, quelque part. Mais qui est plutôt une appropriation qui puisse se faire de manière, enfin, dans une certaine temporalité par les personnes de ce nouveau contexte, mais aussi et surtout, je pense que cette confrontation au travail réel, elle va évoluer dans le temps. Elle va évoluer parce que peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent mal, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout été pensées, il va peut-être y avoir des blancs de temps en temps. Hein. Je vais donner un exemple qui m'avait frappé au moment des élections, où il y avait du gel, il y avait de quoi se nettoyer les mains, mais quand on arrivait au moment pour signer avec la personne en face qui se penche avec la réglette, vous penchiez pour signer, lui tenait la réglette et vous étiez à 20 cm de lui. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus, mais tout ça pour dire que on va forcément, et dans toutes les entreprises, réaliser qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer, qu'il y a des pratiques sur lesquelles il faut revenir, etc. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à penser qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient plus particulièrement dédiées à l'évolution et l'adaptation de ces pratiques et de ces nouveaux codes dans l'entreprise, de sorte qu'elle soit en capacité de donner des alertes, de faire évoluer, d'informer les personnes. Ça va être quasiment un job à plein temps. Hein. Donc, soit des référents, soit des réseaux de référents, avec aussi, je pense, un autre bénéfice, c'est celui qui consiste à quand même laisser aux opérationnels et aux managers la possibilité de se concentrer autant que faire se peut, hein, sur le travail. C'est-à-dire que, évidemment, ils seront concernés, évidemment, ils doivent avoir comme première préoccupation la question de l'attention aux gestes barrières, de l'attention à la distanciation, etc. Mais ça ne peut pas non plus être quelque chose qui les empêche de fonctionner, je ne vais pas dire à la normale, mais qui les empêche quand même de fonctionner dans leurs activités à minima. D'où l'importance quand même qu'il y ait cette délégation, parce que c'est une tâche importante, hein, et pour rebondir sur ce que disait Loïc, effectivement, parce que implicitement, c'est le meilleur message qu'on puisse donner au collectif, à savoir que oui, au même titre que les choses se sont passées au niveau national, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il y avait un primat de la santé et de l'humain sur l'économie, dans cette organisation, aujourd'hui, malgré le fait qu'on reprend, et on a besoin de reprendre pour continuer d'exister, pour se pérenniser, mais néanmoins, c'est la santé qui est la préoccupation principale. On se disait, enfin, j'ai une question complémentaire. Loïc parlait de vacances, il disait que à un moment on allait être fatigué et ainsi de suite. J'avais deux questions un peu. C'est pourquoi finalement en fait on est fatigué durant cette période de confinement et comment
on le sera peut-être un peu plus à la reprise d'activité. Et puis le deuxième, c'est comment on détecte quels sont les signaux en fait pour savoir quelle est la limite jusqu'à laquelle on ne doit pas aller ou les conséquences seraient irréversibles. Non, on m'entend. Xavier? Ah, Allô? pardon. Je croyais que c'était Loïc. Ah, pardon. Non, non, j'avais une question en fait sur la fatigue, donc je la répète, hein. Sur la fatigue, c'est-à-dire pourquoi en fait ce sentiment de fatigue durant la période et pourquoi ce sera amplifié peut-être à la sortie, et comment on détecte en fait les gens qui vont aller trop loin durant cette phase de fatigue et qui pourraient avoir des conséquences irréversibles. Alors, la fatigue, de toute façon, je pense qu'on est quand même dans un contexte et dans une situation aujourd'hui qui dure, hein, donc c'est une problématique d'endurance. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui, enfin j'en rencontre parfois, qui ont très bien vécu cette période de confinement, mais quand même, pour une majorité de personnes, période qui était éprouvante, que ce soit les personnes qui ont travaillé sur site qui ont été exposées ou celles qui ont été en télétravail dans des conditions voilà, qu'on a déjà beaucoup décrites, mais qui ont été des conditions dégradées et des conditions complexes avec cette confusion des temps de vie entre le professionnel et le non professionnel. Donc je dirais quand même qu'aujourd'hui, si on regarde la situation, ce qu'on peut dire, c'est que si on devait faire une espèce de diagnostic psychosocial de la population et des organisations, je dirais que la plupart des indicateurs traditionnels qu'on regarde sont au rouge ou à l'orange. Et notamment deux qui me paraissent essentiels, c'est l'équilibre vie privée, vie pro et la question du changement. Parce qu'en réalité, demain, les collaborateurs vont se retrouver dans des contextes où beaucoup de choses vont changer dans les organisations. En tout cas, au moins provisoirement. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des restaurations, mais dans un premier temps, il y aura beaucoup de changements. Donc, oui, ils sont potentiellement fatigués. Oui, ils sont aussi potentiellement en état de surménage. Alors, quant à savoir quelles sont les limites, là, je dirais que ça dépend des individus, hein. C'est la capacité qu'on a aussi soi-même à se poser ses propres limites. Il y a des personnes qui vont vous dire, j'avais le cas un jour en coaching, un, une personne qui m'expliquait qu'un jour, elle était sur la route et elle est sortie à la mauvaise bretelle et que ce jour-là, elle a réalisé qu'elle était en train de faire un burn-out. Moi, quand je l'ai entendu dire, je me suis dit que c'est curieux parce que moi, ça m'arrive quasiment tous les jours de sortir à la mauvaise bretelle. Juste parce que, voilà, et ça ne veut pas dire que je suis en burn-out. Donc, je pense qu'on ne peut pas généraliser les critères, hein. Chacun peut, à un moment donné, sentir que ça va trop loin. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des grands indicateurs à partir du moment où vous commencez à vous réveiller la nuit ou tôt le matin et que ça commence à tourner dans votre tête, que vous n'arrivez plus à dormir. Le manque de sommeil est dangereux, hein. À partir du moment où vous commencez à faire les choses un peu automatiquement, que vous ne faites plus la différence entre ce qui est important, ce qui ne l'est pas, à partir du moment où vous commencez à voir la pile de choses à faire et que vous vous sentez plus en capacité, voilà, de rentrer dans un dossier, ce sont déjà des petits signaux, si vous voulez, à titre individuel, hein, j'entends. Après, il y a ceux qu'on remarque chez les autres, mais en tout cas, ce sont des signaux auxquels il faut être attentif parce qu'ils nous parlent, ils nous disent quelque part, attention, là, tu commences à passer la limite. Même si, à nouveau, chez certaines personnes, il y a des capacités à se restaurer très, très vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite nécessairement en burn-out, hein. On peut avoir un moment d'épuisement professionnel qui va nécessiter que pendant un jour, 2 jours, on s'arrête et puis après, on va pouvoir repartir, hein. Ce n'est pas quelque chose de systématique. Dernier critère quand même auquel il faut être aussi attentif, voilà, c'est quand on commence à prendre les choses avec trop de distanciation, qu'on commence à être cynique. Voilà, c'est aussi une forme de manifestation quelque part que les choses commencent un petit peu à basculer. Mais à nouveau, ça dépend des personnes. D'où l'importance qu'en interne, s'opère un peu cet état de vigilance parce que malgré tout, on se connaît. Alors, c'est vrai que les gens qui vont revenir sont des gens qui ont changé, hein.
toutes les personnes seront plus fatiguées, certaines auront changé, puis les mêmes préoccupations, etc. Mais néanmoins, on a affaire à des collectifs qui ont déjà travaillé ensemble, donc qui se connaissent, qui s'apprécient, qui échangent, qui discutent. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une vigilance de chacun sur comment je vais, mais aussi comment va l'autre. Et si l'autre n'est pas bien, est-ce qu'il est signalé en tant que tel? Est-ce que quelqu'un va le voir et lui pose la question de quoi il a besoin, éventuellement une orientation, de comment est-ce qu'il va être accompagné, etc. Très bien. Loïc, du coup, on reprend sur le protocole. Ouais, on reprend sur le protocole et j'ai vu une des remarques, une des questions, on y reviendra, il faudra me le rappeler si je l'oublie, effectivement, le rôle central et prépondérant des représentants du personnel. Donc, on a vu ensemble donc, les mesures barrières et de distanciation physique nécessaires. On a discuté de la jauge par espace ouvert et donc combien de personnes sur le lieu de travail et qui paraît pour moi un des points fondamentaux. Et on a vu également la gestion des flux de personnes, les questions qu'on doit se poser. Autre point sont les équipements de protection individuelle. Bien évidemment, le collaborateur va continuer à bénéficier de la totalité des équipements de protection individuelle qu'il avait avant le Covid-19. C'est-à-dire il ne s'agit pas de substituer des équipements de protection individuelle qu'on va voir, et notamment le masque, à ce qui existe habituellement dans la relation de travail et dans votre secteur d'activité. Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les éléments de protection individuelle complémentaires qu'on va mettre pose un problème par rapport aux équipements de protection individuelle habituels de votre secteur d'activité. Si ça ne pose pas de problème, ça se juxtapose. Si ça se pose un problème par rapport au masque, vous devez regarder, faire une étude complémentaire sur ce sujet-là. Mais ça ne se substitue pas et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, en termes d'équipement de protection individuelle, bon, essentiellement, c'est le masque. Donc, le masque, alors le nom, je ne le retiens jamais, PPFS1. Donc, c'est le 1. Alors, qui doit mettre à disposition des collaborateurs si, et ça c'est important, si je ne suis pas en capacité d'assurer la distanciation physique. Donc, ce que dit le ministère du Travail, c'est que si j'ai respecté les points précédents qu'on a vus, mesures barrières, distanciation physique, nombre de personnes dans l'espace de travail, flux, je pourrais ne pas mettre de masque. Pour ce qui est des flux, je pense que c'est vraiment compliqué parce qu'il faut des couloirs de 3 mètres et on a rarement des couloirs de 3 mètres. Donc, effectivement, je pense qu'il faut faire une distinction entre le moment où je suis dans mon bureau, avec ou sans collègues. Si je suis sans collègues ou avec des collègues à plus de 2 mètres de distance, le port du masque, on va dire 24-24 sur le lieu de travail, même si on ne travaille pas 24 heures par jour, n'est pas obligatoire. À l'inverse, pour tout ce qui est mobilité dans l'entreprise, donc tout ce qui est flux, pour moi, c'est obligatoire. Donc, ce qui veut dire que l'employeur doit nécessairement mettre à disposition du personnel les masques. Puisqu'à partir du moment où je dois les utiliser, même de façon intermittente, il faut bien que j'ai un masque à disposition. Alors, débat actuel chez un certain nombre de clients, de dire, mais les gens, quand ils vont se déplacer, qu'ils viennent à vélo, en voiture ou en transport en commun, ils auront leur masque. Donc, ai-je nécessité de mettre, moi, employeur, un masque à disposition? Pour moi, la réponse est oui. Elle est positive. Pourquoi? Un collaborateur peut venir avec un moyen de transport individuel vélo et ne pas porter de masque. Il n'y a pas d'obligation légale de porter un masque. Il y aura des obligations spécifiques. Exemple, dans les transports en commun. Mais il n'y a pas d'obligation générique, généralisée de porter un masque. Sans doute, la majorité d'entre nous allons porter des masques par mesure de prévention, par mesure de sécurité. On se rassure nous en tant que citoyens. Et donc, le citoyen rentre dans l'entreprise et le citoyen veut se rassurer dans l'entreprise. Donc, pour répondre à ces questions-là, clairement, mise à disposition de masques pour les collaborateurs dans l'entreprise. Ensuite, débat, faut-il le porter tout le temps ou non? Pour moi, la réponse, elle est négative, elle dépend des circonstances et notamment de la distanciation physique. Sur les autres questions classiques qu'on peut avoir en la matière, je vais en regrouper 2, test de dépistage et prise de température.
La position du ministère est très claire sur le sujet. On est dans une situation de crise, on est dans une situation de pandémie. On met en œuvre des mesures de lutte contre la pandémie. Néanmoins, nous sommes tous citoyens et il y a un certain nombre de droits constitutionnels, de respect à la vie privée, qui amènent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et notamment, tous les tests de dépistage sont interdits. Donc, il n'y a pas à se poser la question, où est-ce qu'on en est des tests? Est-ce que je pourrais avoir des tests? Est-ce que c'est fiable? En qualité d'employeur, finalement, ce n'est pas votre problème. Donc, vous n'avez pas à mettre de tests de dépistage en place et non seulement vous n'avez pas à le mettre, mais c'est interdit. Pour ce qui est des prises de température, la prise de température à l'entrée des entreprises est possible. Elle n'est pas du tout obligatoire. Si elle est mise en place, ça ne peut pas faire l'objet de collecte de données individuelles, que ce soit informatique ou sur registre papier. Ça veut dire quoi? C'est de l'instantané. Je prends la température, pistolet à température, vous n'avez pas de température, vous rentrez, vous avez de la température, vous ne rentrez pas dans l'entreprise, vous rentrez chez vous et où vous allez voir votre médecin traitant. Alors, avec un débat sur la prise de température, qui fait la prise de température? Quelle est la température repère? Et dans quel type de société? Pour moi, c'est toutes les sociétés qui touchent notamment à l'agroalimentaire. Pour des sociétés de services ou autres, j'y vois pas d'obligation et je ne pense pas qu'il faille investiguer et investir parce que ça coûte de l'argent sur ce terrain-là. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir à la gestion des flux et réfléchir au traitement, on va y venir, la mise en place du protocole d'une personne symptomatique. Sur le terrain juridique, oui, c'est possible d'avoir des prises de température, mais non, on ne peut pas collecter de données individuelles sur cette prise de température. Concernant les personnes symptomatiques, il faut partir du principe qu'on aura des personnes symptomatiques, que ce soit dans les zones rouges ou les zones vertes. Ça me rappelle, parce qu'on se connaît depuis longtemps avec Xavier, ça me rappelle il y a 10 ans avec Xavier quand il y avait un débat sur les risques psychosociaux et tous les deux on disait mais vous partez du principe que dans les entreprises il y a des risques psychosociaux. Et un certain nombre d'employeurs, d'organisations nous répondaient mais il n'y en a pas chez moi. Et je répondais mais ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'il peut y en avoir un. Donc on va partir du principe qu'on a une personne symptomatique qui va se présenter le 12, le 13, le 20, en juin, en juillet, en août, en septembre. Ça va arriver. Et ce n'est pas à ce moment-là que je devrais réagir. C'est maintenant que je dois réfléchir et je dois avoir un protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et des contacts rapprochés. Donc, je dois avoir défini la règle et les règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement, petit 1, c'est on ne s'en approche pas d'attroupement. On n'est pas médecin, ce n'est pas nous qui allons régler le problème, nous, collectivement. Donc, cette personne doit être petit 1 isolée. Si on est sur des situations graves, on appelle les services de santé, donc effectivement le SAMU, les pompiers. Si on est sur des symptômes non graves, mais susceptibles d'être Covid positif, la personne doit immédiatement quitter l'entreprise, doit se rendre chez son médecin traitant immédiatement pour se faire tester. Et là, pour le coup, les médecins traitants auront des tests et ça sera leur travail que de tester. Et l'employeur doit, dans ce cas-là, nettoyer et désinfecter la totalité de l'espace de travail où était le collaborateur. Et doit ensuite solliciter tous les collaborateurs qui étaient en contact pour qu'eux-mêmes puissent aller chez leur médecin traitant, se faire dépister ou bien prendre contact avec la médecine du travail. Donc, en fonction de la topologie des lieux, en fonction de vos activités, vous devez réfléchir en disant j'ai une personne symptomatique sur la chaîne, qu'est-ce que je fais? J'ai une personne symptomatique dans un bureau, qu'est-ce que je fais? J'ai une personne symptomatique sur un chantier, qu'est-ce que je fais? Et ça doit être écrit, protocolé de façon claire et extrêmement précise. Du coup, j'avais une question en complément, c'est on va avoir des règles dans chaque entreprise adaptées en fait à la situation. Et si j'ai un ou des collaborateurs en fait qui ne souhaitent pas s'y plier à ces règles, qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors effectivement, Xavier parlait d'incivilité et parlait de règles communes, et je crois que c'est vraiment fondamental. Le protocole qui va être mis en place de reprise d'activité, c'est la règle commune. C'est le code civil de l'entreprise.
Donc, on l'applique totalement. La non-application, et là je reviens avec ma casquette d'avocat, amènerait des sanctions disciplinaires susceptibles de mettre en œuvre une rupture du contrat de travail. Parce que ayez bien en tête que le sujet, ce n'est pas est-ce que ce collaborateur met en danger la vie d'autrui. C'est possible. C'est possible. Mais c'est surtout la façon dont les autres vont réceptionner les incivilités. Et pour certains, ça va être totalement insupportable. Je ne sais pas si vous avez vu, lorsque vous faites vos courses actuellement, vous avez tous les gens toutes les personnes qui respectent les règles, et puis il y a toujours une personne décontractée, plus relaxe, hop, il passe à côté de vous, tiens, la banane, il la touche, il la remet. Arrêtez-vous une seconde et regardez le regard des autres et les réactions. Et vous avez des gens, ils posent leur caddie, ils partent. On va être sur des réactions violentes. Pourquoi? Parce que pour certains, ce non-respect des règles qui sont des règles de protection est insupportable. Donc, le rôle de l'employeur, c'est 1, de fixer les règles, 2, de les rappeler, 3, de les sanctionner. Ok, je vous propose peut-être de prendre quelques questions. Bien sûr. On a une question en fait là aussi sur les règles qui sont bonjour. Alors, Sophie nous expliquait en fait que des salariés disent je suis pas une personne vulnérable, je suis pas malade, je n'ai pas d'enfant non scolarisé, je ne sais pas si je vais reprendre. C'est quand même embêtant, chômage technique, absence non autorisée, non payée. Et dans la même logique, en fait, un salarié qui ne souhaite pas mettre ses enfants à l'école, si l'école est ouverte, peut rester au chômage en activité partielle, sachant que l'école est ouverte. Oui. Alors, ça va être l'énorme problème entre le 11 mai et le 31 mai. Pourquoi? Parce que les écoles ouvrent, mais de façon partielle, notamment sur le volontariat, qu'un certain nombre de collaborateurs vont donc rester en garde d'enfants et donc vont rester en activité partielle. Je pense qu'au mois de juin, les choses vont un petit peu évoluer, notamment parce que les modalités de prise en charge de l'activité partielle vont évoluer, parce qu'il risque d'y avoir un reste à charge pour les employeurs et une incitation claire de l'État à une reprise d'activité totale, sauf les secteurs d'activité où la reprise d'activité n'est pas possible ou est interdite. Donc, en l'état, du 11 au 30 mai, la préconisation, c'est télétravail. Et les personnes qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont une situation de garde d'enfants seront effectivement en activité partielle, mais l'activité partielle spécifique liée à la garde d'enfants. Si on va un cran plus loin, parce que j'ai beaucoup de questions de cette nature-là actuellement, c'est les collaborateurs qui disent « Non, mais moi, je ne reprends pas mon activité professionnelle ». D'une part, il faut faire une distinction majeure, ou en tout cas définir qu'est-ce qu'une reprise d'activité professionnelle. Si je suis en télétravail, ce n'est pas une question de reprise d'activité professionnelle. Je continue mon activité professionnelle en télétravail. Donc, ce qui pose question ou débat, c'est la reprise physique sur le lieu de travail. Et dans ce cadre-là, à partir du moment où on a mis en place toutes les mesures de protection, on pourrait imposer à un collaborateur la reprise sur le lieu de travail. Faut-il le faire le 11 ? Je n'en suis pas certain, et d'ailleurs, je veux bien l'avis de Xavier sur le sujet, parce que je pense qu'en imposant à un collaborateur une reprise physique dès le 11, combien même j'aurais mis en place toutes les mesures de protection, se pose le débat d'aller sur son lieu de travail, se pose les débats, notamment en région parisienne et dans les grandes villes, des transports en commun qui font vraiment débat et pour certains une grande crainte. Mon sentiment, c'est que je me retrouverai sans doute avec des situations où les gens vont se mettre en arrêt de travail, où les gens vont faire jouer le droit de retrait. Donc, je vais me retrouver dans la même situation que j'ai eu. Souvenez-vous, les premiers webinaires que nous avons faits mi-mars, avec tout le débat des droits de retrait, où je disais il n'y a pas de droit de retrait généralisé, mais on doit étudier situation par situation. Je pense que ça serait très négatif que les entreprises se retrouvent dans un débat de bras de fer avec leurs salariés sur le droit de retrait parce qu'ils veulent leur imposer le retour dès le 11 mai. Je pense qu'il faut réfléchir à comment je fais pour que les gens reprennent leur activité professionnelle, mais pas forcément sur site. Peut-être entre le 11 et le 18 mai, le sur-site, c'est sur volontariat. Et je vois comment ça se passe. Et peut-être que le 18 mai, comme tout s'est bien passé, là, je deviens plus coercitif. Mais je pense, nous n'allons pas d'un bout à l'autre de l'échiquier, ne soyons pas trop violents dans la reprise d'activité. Oui, pour rebondir en tout cas sur ce que dit Loïc, je pense que
effectivement, on est quand même dans un contexte de crise, et même si, comme on le disait tout à l'heure, les choses sont en train de… Voilà, il y a un phasage qui fait qu'on passe dans autre chose, dans un temps 2 de cette crise, mais on reste quand même dans un contexte de crise, avec des personnes qui, pour certaines d'entre elles, voilà, ont vécu des choses compliquées dont elles ne se sont sur lesquelles voilà, elles n'ont peut-être pas communiqué vis-à-vis de leur entreprise. Donc, je pense qu'il faut avoir une vraie vigilance dans la manière dont on se comporte, à la fois vis-à-vis des personnes elles-mêmes, mais aussi des messages implicites qu'on envoie à l'ensemble du collectif de travail. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un temps où on ne peut pas considérer que voilà, on doit avant tout rattraper du retard. On est dans un temps qui est un temps, une espèce de sas de décompression qui nécessite que quelque part ce soit les personnes dans ce qu'elles ont de plus spontané qui soient activées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être très présents, qui vont être engagés, qui vont avoir de l'énergie, qui vont peut-être en faire plus que ce qu'on est en droit d'attendre d'elles. Et puis, il y a des personnes qui vont en faire moins, il y a des personnes qui vont traîner des pieds, etc. Je pense qu'il faut, en tout cas, c'est un peu la position que j'aurais d'une manière générale, il faut considérer qu'il y a une période de sas, il y a une période de réaccoutumance, entre guillemets, à ce nouveau cadre, à cette nouvelle vie, à cette nouvelle règle, et qu'il faut être très, très vigilant, en tout cas en tant que dirigeant, aux décisions qu'on prend, non seulement vis-à-vis des personnes qui sont directement concernées, mais surtout voilà, vis-à-vis de l'ensemble des autres, c'est-à-dire voilà, quel message j'envoie. Et je pense que la bataille de la reprise, elle va se gagner sur le sentiment d'appartenance, le fait qu'on reconnaît la spécificité de ce que les gens ont vécu et que ça a été compliqué pour beaucoup d'entre eux. C'est ça, en fin de compte, le pétrole de la reprise, entre guillemets. C'est ça qui fait que demain, les gens vont repartir. C'est pas le fait de rappeler. Alors, évidemment, le droit est là, et heureusement, puisque derrière le droit, il y a la règle, et on a tous dit à quel point elle était essentielle dans un contexte comme celui-là. Mais on est aussi en train de travailler et de parler de l'humain qu'on remet dans un contexte compliqué. Donc, je pense qu'il y a une vraie vigilance, en tout cas, à avoir sur quelque part la posture de la direction et les messages implicites qui sont envoyés. Et pour boucler sur le terrain juridique, qui dit sanction dit règlement intérieur, donc dit procédure spécifique du règlement intérieur, avec information, consultation des représentants du personnel et envoi à l'inspection du travail. Donc ça, c'est important également. On est dans des périodes de crise, on est dans des circonstances exceptionnelles. Le législateur est beaucoup intervenu dans des délais extrêmement courts pour aménager les règles. Mais je rappelle que ce qui n'est pas aménagé demeure et doit être respecté. Donc, on n'est pas dans une zone de non-droit. Soit j'ai une règle qui a été aménagée, soit j'applique la règle générale, ce qui me permet de rebondir également sur les représentants du personnel. Oui, les représentants du personnel doivent être associés dans le cadre des protocoles de reprise. Ils doivent également être informés et consultés préalablement. Le législateur, le ministère a réduit les délais de consultation de façon extrêmement importante, donc qui permettent effectivement cette information, consultation des partenaires sociaux. Et dernier point, je parlais de santé au travail. Les services de santé au travail, de médecine du travail sont également très mobilisés, et il faut vraiment les solliciter, d'abord pour avoir un avis, le cas échéant, sur les protocoles que vous allez mettre en œuvre, voir à quel niveau ils peuvent s'insérer, et notamment les protocoles de prise en charge d'une personne symptomatique, voir comment ils peuvent s'insérer dans ces protocoles. Il faut avoir, c'est vous, chef d'entreprise, évidemment, qui définissez les protocoles de reprise, mais en concertation avec les partenaires sociaux, ça permet aussi de prendre la température, pas au sens prise de température, mais température du climat social, et les partenaires de l'entreprise, notamment la médecine du travail, qui a un rôle important à jouer dans la reprise, sécuriser les collaborateurs,
vous sécurisez en qualité de chef d'entreprise. Cette notion de sécurisation des personnes va être très, très importante. Comme disait Xavier, hein, vous faites attention à vos collaborateurs. L'investissement de vos collaborateurs sera d'autant plus important qu'ils se sentent rassurés, protégés et en sécurité. Pour rebondir, et je conclurai là-dessus parce que je vais devoir me sauver, il y a un vrai sujet à la fois autour de la compétence dans un contexte comme celui-là. Alors effectivement, il y a la compétence médicale qui doit être utilisée à chaque fois que c'est requis. Et je pense que voilà, elle va forcément être beaucoup mobilisée dans ces contextes-là, mais il y a aussi la compétence de tout à chacun, la compétence managériale, la compétence RH aussi. Et je pense qu'on est dans un contexte où parfois on se vit incompétent. Hein, c'est en tout cas c'est le retour qu'on a sur beaucoup de nos dispositifs d'écoute. Hein. On a des gens qui nous appellent et qui nous disent voilà, je suis dépassé, c'est compliqué, je ne sais pas quoi faire, etc. Et je pense que la règle numéro un d'abord, c'est d'éviter de basculer dans ce qu'on appelle la suradaptation. Donc, ça serait de se dire qu'on a la réponse à tout. Non, on n'a pas la réponse à tout. Il faut des fois réfléchir et penser les choses à plusieurs pour avoir la bonne réponse. Et puis, l'autre élément, c'est que, voilà, alors, sans même parler de toute puissance, hein, simplement de savoir aller demander de l'aide. Je pense qu'un contexte comme celui-là, il nécessite absolument voilà, qu'on ait ce réflexe ô combien salutaire d'aller voir les personnes, de parler, de poser des questions, de leur demander voilà, comment est-ce qu'elles voient les choses. Et je terminerai, je rebondirai aussi effectivement sur la dimension du dialogue social qui me paraît absolument déterminante dans ce contexte-là. C'est que là encore, les personnes, pour se sentir protégées, ont besoin de vivre quelque part qu'il existe une cohésion sur la question fondamentale de la santé et de leur sécurité, hein, entre les partenaires sociaux et la direction. Et donc, s'ils constatent que sur ce point-là, tout le monde est capable de se mettre d'accord et qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette de différence entre les deux positions, c'est quelque chose d'extrêmement structurant pour les personnes. Je dirais même que, je pense, en termes de restauration psychique par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, c'est probablement le meilleur élément par rapport à d'autres dispositifs qu'on pourrait penser, de soutien psychologique, etc. Le fait de vivre que il y a cet alignement qui s'opère et que quelque part cette appartenance collective qui dépasse le reste me paraît être un élément clé dans la restauration psychique et au final dans la restauration aussi organisationnelle et de performance de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on avait un compliment et une question. Très bon exposé. Donc ça, c'était pour le compliment. Et la question, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas à disposition le matériel nécessaire en tant qu'employeur à partir du 11 mai? Alors, si on n'a pas le matériel nécessaire à partir du 11 mai, pour moi, vous ne pouvez pas être une reprise sur le site. Soyons très clairs entre nous, on engage notre responsabilité civile et pénale dans l'hypothèse où des collaborateurs seraient amenés à tomber malades dans des conditions graves. Alors, il faudrait faire le lien de cause à effet, mais avec un lien de causalité, mais le fait que l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de prévention de la santé des collaborateurs physiques et psychiques sur le lieu de travail amène de la responsabilité civile et pénale. Donc, si nous ne sommes pas en capacité d'avoir du matériel de protection pour le 11 mai, eh bien, on fait toutes les démarches pour les avoir dans les meilleurs délais et on essaie et on continue si possible avec une activité à distance en attendant. Une question aussi sur les vêtements. Par rapport aux vêtements de travail, certains employeurs demandent aux salariés d'arriver avec leurs vêtements, de nettoyer chez eux. Et dans le cadre du Covid, qu'en pensez-vous? Que dit la réglementation à ce sujet? Puis je rajouterai aussi une question qu'on a souvent, c'est pour les masques réutilisables, qui les nettoie et qui en prend la responsabilité? Oui. Alors il n'y a pas de dispositif légal en la matière, hein, puisque là, on est sur des choses vraiment extrêmement précises et pratiques. Là, le travail fait par le ministère du Travail est déjà énorme de fixer le cadre. Il n'y a pas de règles qui ont été spécifiquement définies dans ce cadre-là.
Pour les masques, à partir du moment où c'est des masques réutilisables mis à disposition du personnel et d'un point de vue purement logistique, à mon sens, c'est le collaborateur et les collaborateurs qui doivent nettoyer leur masque, donc selon les préconisations à intervalles réguliers. Sur tout ce qui est tenue de travail, là, tout dépend quel type de tenue de travail on a. Donc, soit on est sur des tenues de travail et le collaborateur vient avec sa tenue de travail et on assure l'entretien. Dans ce cadre-là, il peut y avoir d'ailleurs des forfaits qui existent de nettoyage, primes de nettoyage qui peuvent du reste bénéficier de mesures sociales et fiscales bénéfiques, avec un barème URSSAF qui existe. Les collaborateurs qui doivent prendre des tenues de travail plus lourdes, entretien de protection individuelle, l'employeur doit se poser la question de l'aménagement des vestiaires. Comment je fais pour que les vestiaires puissent être utilisés avec les mesures de distanciation physique. Comme disait Xavier, je crois que c'est important, on ne rattrapera pas le temps perdu sur le terrain économique, social. Je ne crois pas, moi, qu'on puisse rattraper ce temps-là. On ne va pas, le 11 mai, reprendre l'activité et vouloir rattraper 2 mois d'activité. Non seulement en mai, l'activité restera ralentie, mais ce n'est pas nécessairement que négatif, parce que ce temps de mai doit nous permettre d'adapter les organisations, de vérifier que les protocoles mis en œuvre se respectent bien la santé et la sécurité des travailleurs, pour ensuite accélérer dans le redémarrage. Une illustration simple de ce que je dis, les transports en commun, une fois de plus, vont être un vrai problème. Sans doute énormément de collaborateurs vont demander d'être en horaire décalé. Et donc, vous devez réfléchir d'ores et déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez aux collaborateurs qui vous disent non, je ne serai pas là à 8h ou à 9h, je serai là à 10h, 11h ou midi. Est-ce que c'est rédhibitoire? Pas forcément. Ils commencent plus tard, ils finissent plus tard. Donc, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pendant une certaine période avec effectivement des collaborateurs qui sont en horaire décalé, voire très, très décalé? Donc, ça fait partie des questions que vous devez vous poser, et je pense que ça fait partie des préoccupations de bon nombre de collaborateurs. On est, je crois, le 6 mai aujourd'hui, peut-être, ou 5 mai, 6 mai. Pour ceux qui doivent reprendre lundi, c'est des questions sur lesquelles on va être capable d'apporter des réponses. Oui, on a une question aussi sur le courrier. Comment on fait pour traiter le courrier? Comment ça s'organise, la livraison, la réception de colis? Alors effectivement, ça c'est vraiment un sujet très compliqué, d'autant plus que les dernières études qui ont été faites semblent dire que le Covid, effectivement, peut rester actif sur un certain nombre de surfaces avec des durées d'ailleurs très variables en fonction des surfaces, papier, carton, inox ou autre. Il y a plusieurs phases dans cette logique, dans cette reprise du courrier, des colis ou autres. Il y a la phase physique d'abord. Il ne doit pas y avoir de contact physique entre la personne qui amène le courrier, qui amène les colis, et la personne qui la réceptionne. Donc, on doit mettre en œuvre sur les banques d'accueil des plexiglas totalement hermétiques à quasi 180 degrés pour qu'il n'y ait pas de contact physique lorsqu'ils vont se parler. Première chose. Deuxième chose, il faut un endroit, un espace où les livreurs, coursiers, postes ou autres vont pouvoir poser les éléments. Soit vous les nettoyez, vous les désinfectez, ce qui peut être compliqué et prendre du temps. Soit, s'il n'y a pas d'urgence, on peut aussi imaginer un temps d'attente de 24 heures, par exemple. C'est-à-dire que le colis serait posé et ne serait repris par la personne d'entreprise que 24 heures après. S'il y a un degré d'urgence, il faut prendre des mesures de protection complémentaires. Là, à mon sens, on va être sur une visière de protection individuelle et les gants seront nécessaires. Et il faut définir le protocole, la façon dont je mets les gants et la façon dont j'enlève les gants. Puisque des gants ne se mettent pas n'importe comment, de même que le masque ne se met pas n'importe comment, autrement il n'a pas d'utilité. Donc on peut imaginer, en fonction des situations, d'avoir un équipement spécifique pour les personnes au courrier, avec des protocoles spécifiques. Je suis passé assez rapidement tout à l'heure sur ce qui est nettoyage et désinfection. Il est évident qu'on doit également réfléchir à tous les protocoles de nettoyage et désinfection. Qui le fait, quand, à quelle fréquence, et faire la distinction entre nettoyage et désinfection. De même que le ministère préconise beaucoup d'aération des lieux de travail,
Dans les bureaux, l'aération, ce n'est pas ce qu'on fait le plus, hein. On met la clim et c'est tout. Donc là se pose la question aussi, faut-il arrêter les climatisations? Sans doute. Et voir quel protocole est mis en œuvre pour aérer les lieux de travail, les laver et les désinfecter. On avait une question sur la clim aussi, sur la période, parce qu'elle va devenir nécessaire sur certaines régions. On l'utilise, on ne l'utilise pas, c'est prohibé, déconseillé. Il n'y a pas d'interdiction à ma connaissance aujourd'hui. À mon sens, c'est déconseillé. Se pose la question de savoir effectivement est-ce que ce virus pourrait circuler à travers les voies de climatisation. Les réponses, là je ne suis pas un technicien, semblent incertaines. Si elles semblent incertaines, c'est qu'il y a un risque. Je pense que sous nos latitudes, nous pouvons très facilement vivre sans climatisation. À tout le moins 1 mois ou 2 mois, le temps de savoir comment les choses évoluent et la connaissance scientifique évolue, un peu plus s'il le faut. Moi, je déconseille clairement l'utilisation des climatisations. Alors après, c'est plus compliqué dans les tours ou ailleurs, où c'est le seul moyen de ventilation. Donc là, la préconisation peut être un peu différente, mais sur des locaux classiques, je déconseillerais l'utilisation de la climatisation. Oui. On a une question, on va en reprendre une ou deux là. Et on a une question un peu inverse de celle qui était posée tout à l'heure. Grosso modo, j'ai une salariée à risque qui veut absolument reprendre lorsqu'on rouvrira. Elle occupe un poste et je peux la confiner au bureau. Qu'est-ce qui est préférable, qu'elle revienne ou pas? Y a-t-il un document qui l'autorise? Non, alors les personnes à risque n'ont pas vocation à reprendre leur activité. J'ai eu de nombreuses questions, notamment dans le secteur, de l'enseignement, les écoles, la petite enfance, sur le fait est-ce qu'on peut faire signer des décharges. Non, on ne fait pas signer de décharge. Il y a une obligation légale de l'employeur en matière de préservation de la santé physique et psychique du collaborateur. On n'est pas aux États-Unis. Donc, le collaborateur qui dit oui, je viens, mais à mes risques et périls, le papier n'a pas plus de valeur que les quelques centimes qu'il vaut. Donc, ce n'est pas le mode de fonctionnement, ce n'est pas le mode de réflexion sous la législation française. La législation française impose aux employeurs des obligations que l'on doit respecter. Donc, pour répondre à la question, pour moi, axe 1, télétravail. Si jamais il doit y avoir déplacement sur le lieu de travail, il faut que l'espace de travail soit totalement nettoyé, désinfecté et que la personne ne croise personne. Et je ne crois pas que ça soit possible. Donc, le conseil est clair. On en reparlera dans quelques semaines, mais pour le moment, les gens qui ont des symptômes, les gens qui sont susceptibles d'être vulnérables, se restent à leur domicile en télétravail confiné. On a beaucoup de questions en fait, que je vais regrouper peut-être en une sur l'accompagnement par la médecine du travail. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quel lien on a avec eux et à quel moment on interviennent dans le processus? Alors, le lien qu'on a avec eux, c'est un lien fonctionnel et juridique. Il y a un certain nombre d'obligations juridiques, notamment de visites, de reprises, de visites périodiques. Donc ça, c'est le lien juridique. Et le lien fonctionnel, c'est qu'ils sont en appui conseil pour les entreprises pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures de protection des collaborateurs. Donc, ils ont vraiment tout leur rôle à jouer et pas dans un rôle de censeur ou de contrôle, dans un rôle aussi de conseil. Donc non, je vous invite à prendre l'initiative des prises de contact avec eux, les solliciter, voir comment ils sont organisés, voir comment ils peuvent vous aider, notamment la prise en charge des personnes symptomatiques et réfléchir avec vous sur vos protocoles de reprise. Donc pour moi, c'est à vous de prendre l'initiative et notamment clairement de leur dire que vous souhaitez les associer à la démarche et que vous indiquerez dans vos protocoles que les collaborateurs qui pensent avoir des symptômes peuvent soit se retourner vers le médecin du travail, soit vers leur médecin traitant au choix, mais quelque part, informez-les, que vous les mettez à contribution, c'est leur rôle. Juste avant de conclure, on vous a mis 3 questions en fait, dans l'onglet sondage. La première, vous sentez-vous prêt à la reprise d'activité? La deuxième, vous vous préparez ou anticipez la reprise d'activité? Et grosso modo, avez-vous tenu compte de l'ensemble des messages qu'on a passés dans ces webinaires depuis de nombreuses semaines? Et puis enfin, votre satisfaction, vous pouvez faire évoluer un petit peu l'ensemble des résultats et je te donnerai juste à la fin. Loïc, on arrive à la fin. Un mot de conclusion pour le 11. Oui, le mot de conclusion pour le 11, c'est la préparation. Il faut être vraiment préparé.
dans le détail, se poser la question quasi poste à poste ou groupe de poste par groupe de poste, comment est-ce que les collaborateurs qui ont vocation à revenir sur site vont pouvoir le faire, quelles mesures de protection, et rappeler que la reprise sur site est l'exception, que la règle, c'est le télétravail si c'est encore possible. Et dites-vous bien que voilà, nous avons là cette déconfinement pour les citoyens. La reprise d'activité et la continuité d'activité va se poursuivre avec sans doute d'autres règles qui seront applicables. Donc, on va devoir s'adapter pendant les prochains mois. Donc, le 11 mai n'est pas une date fatidique. Je le répète, il vaut mieux être bien prêt le 12 ou le 13 que mal préparé le 11 et que ça génère des risques, à la fois en termes de santé, à la fois en termes juridiques, mais aussi dans la relation avec la collectivité des salariés. Merci beaucoup, Loïc. Le résultat du sondage, vous sentez-vous prêt à la prise d'activité? Oui, à 51%, non à 29%. Avez-vous préparé et ou anticipé la prise d'activité? Vous répondez oui à 86%. Donc, c'est quand même plutôt, voilà. C'est quand même plutôt bon signe. Et puis, sur la satisfaction, on est toujours plutôt sur des bons scores. Pour ce qui nous concerne, en fait, on a un conseil à vous donner et un rendez-vous. Le conseil, en fait, c'est demain. Vous aurez un webinaire qui vous est proposé par la plateforme Andy à 15h30. On vous a mis le lien, en fait, dans le chat. Vous pouvez vous y inscrire et ainsi voir l'ensemble de l'accompagnement en fait, qui est proposé pour les personnes en situation de handicap. Et puis, les bonnes habitudes ne s'arrêteront pas le 11 mai. On se retrouvera dans cette configuration-là le 20 mai à midi avec Loïc Tourancher, avocat associé au cabinet Actance, et puis Xavier Alas-Luquetas, le fondateur du cabinet Eleas. Et puis, en attendant, on vous souhaite bon courage et puis une bonne reprise. À bientôt. Portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir.